Salut tout le monde, on est toujours sur la mer des monstres, on est au chapitre 5, on est à 18% du livre et c'est parti. Chapitre 5, on m'attribue un nouveau compagnon de bungalow. Vous est-il déjà arrivé de rentrer à la maison et de trouver votre chambre sans dessus-dessous, comme si une personne pleine de bonne volonté, saluement, avait essayé de faire le ménage. Et soudain, vous ne retrouvez plus rien. Et même si rien ne manque, vous avez l'horrible impression que quelqu'un va fouiller dans vos affaires personnelles et tout astiquer avec de l'encaustique fraîcheur citron. C'est un peu ce que j'ai éprouvé en revoyant la colonie des Sans-Mêlés. À la surface, les choses n'avaient pas changé, n'avaient pas tellement changé. La grande maison était toujours là, avec son toit bleu, un pignon et sa terrasse qui faisait tout le tour du bâtiment. Les mêmes édifices grecs à colonnades blanches parsemaient la vallée, l'amphithéâtre, l'arène où avaient lieu les combats, le pavillon du dîner qui dominait le détroit de Long Island. Niché entre les bois et le ruisseau se trouvaient toujours les mêmes bungalows, un ensemble complètement hétéroclite de 12 bâtiments qui représentaient chacun son dieu de l'Olympe. Mais il flottait dans l'air un parfum de danger. Maintenant, on sentait que quelque chose couvait. Au lieu de jouer au volleyball, les conseillers et les satyres amassaient des armes dans leur remise à outils. Des dryades armées d'arcs et de flèches tenaient des conversations inquiétantes à la lisière des bois. La forêt avait un aspect maladif. L'herbe de la prairie était jaune et des traces de brûlure mutilaient la colline des Sans-Mêlés comme d'horribles cicatrices. Quelqu'un avait fait du mal à mon endroit préféré sur Terre, et ça ne me plaisait pas du tout, mais alors pas du tout. Sur le chemin de la grande maison, j'ai reconnu beaucoup de jeunes de l'année dernière. Personne ne s'est arrêté pour parler avec nous. Personne ne nous a souhaité la bienvenue. Certains ont ralenti le pas pour dévisager Tyson, mais la plupart ont poursuivi leur route, l'air lugubre, pour remplir leurs tâches, délivrer des messages, emporter des épées au meule pour les faire affûter. L'ambiance qui régnait à la colonie m'avait pensé à celle des instituts militaires pour jeunes en difficulté. Et, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je me suis fait renvoyer de quelques-uns. Tout cela ne faisait ni chaud ni froid à Tyson. Il était fasciné par tout ce qu'il voyait. Qu'est-ce que ça? Répétait-il tous les trois pas. Les écuries, des Pégases, les chevaux ailés. Qu'est-ce que ça? Ce sont les toilettes. Qu'est-ce que ça? Les bungalows des pensionnaires. Si on ne sait pas qui est ton baron olympien, on t'installe au bungalow d'Hermès. Ce bungalow marron, là, jusqu'à ce que tu sois déterminé. Une fois que ton baron olympien est connu, on te place dans le groupe de ton père ou de ta mère. Tyson m'a regardé très impressionné. Tu as un bungalow? Oui, ai-je dit en pointant du doigt vers un bâtiment bas et gris en roche marine, le numéro 3. Tu habites avec tes amis dans le bungalow? Non, il n'y a que moi. Je n'avais pas envie de lui expliquer pourquoi. La vérité était embarrassante. J'étais le seul à vivre dans ce bungalow parce que je n'étais pas censé exister. Après la Seconde Guerre mondiale, les trois grands dieux, Zeus, Poséidon et Hadès, avaient conclu un pacte, s'engageant à ne plus avoir d'enfants avec des mortels, car nous étions plus puissants que les autres Sans-Mêlés. Nous étions trop imprévisibles, en colère. Nous avions une fâcheuse tendance à créer des gros problèmes. La Seconde Guerre mondiale, par exemple, le pacte des trois grands n'avait été rompu que 2 fois, lorsque Zeus avait engendré Thalia et lorsque Poséidon m'avait engendré. Ni Thalia ni moi n'aurions dû naître. Thalia s'est retrouvée transformée en pain à l'âge de 12 ans. Moi, eh bien, je faisais de mon mieux pour ne pas suivre son exemple. Dans certains cauchemars, j'imaginais en quoi Poséidon pourrait me changer si jamais j'étais sur le point de mourir. En plancton peut-être, ou en banc de varech flottant
retrouvé Chiron dans son appartement, occupé à préparer ses sacoches de sel tout en écoutant sa musique préférée, des crooners des années 1960. Peut-être dois-je préciser que Chiron est un centaure. À partir de la taille, il ressemble à n'importe quel quinquagénaire aux cheveux bruns et bouclés et à la barbe en bataille. Sous la taille, c'est un étalon blanc. Il peut se faire passer pour un humain en comprimant le bas de son corps dans un fauteuil roulant magique. Il s'était d'ailleurs fait passer pour mon prof de latin pendant toute ma sixième. Mais la plupart du temps, si les plafonds sont assez hauts, il préfère garder sa stature de centaure. En l'apercevant, Tyson a pilé net et s'est écrié, en proie au ravissement le plus total. Un dada. Chiron s'est retourné et l'a offensé. Je te demande pardon. Annabeth a couru l'embrasser. Chiron était un deuxième père pour elle. Chiron, a-t-elle bredouillé d'une voix tremblante. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne pars pas. Chiron a passé la main dans ses cheveux et lui a souri gentiment. Bonjour mon enfant, et Percy par les dieux, comme tu as grandi en un an. Clarisse, ai-je articulé en ravalant ma salive avec effort. Clarisse dit que vous avez été renvoyé, a complété Chiron, une sombre lueur d'humour dans le regard. Que voulez-vous? Il faut bien que quelqu'un porte le chapeau. Le seigneur Zeus est terriblement contrarié par cette affaire. L'arbre qu'il a créé pour l'esprit de sa vie, empoisonné. Monsieur D était bien obligé de punir quelqu'un d'autre que lui-même. Vous voulez dire, ai-je grommelé, le simple fait de penser au directeur de la colonie. Monsieur D suffisait à me mettre en colère. Mais c'est de la folie, s'est écrié Annabeth. Chiron, je ne vois pas comment tu pourrais être mêlé à l'empoisonnement de l'arbre de Thalia. Il n'empêche, a soupiré Chiron, que dans les circonstances actuelles, certaines personnes à l'Olympe ne me font plus confiance. Quelles circonstances ai-je demandé? Chiron s'est rembruni. Il a fourré un dictionnaire de latin dans sa sacoche de sel. La voix de Frank Sinatra se déversait de son lecteur de CD portable avec des accents sirupeux. Tyson dévisageait toujours Chiron, médusé. Il chuinait comme s'il avait envie de caresser le flanc de Chiron, mais craignait de s'approcher. Dada, mon cher petit cyclope, s'écriait Chiron en plissant le nez. Je suis un centaure. Chiron, ai-je insisté, l'arbre. Que s'est-il passé? Chiron a secoué tristement la tête. Le poison qui a été utilisé comme contre l'arbre de Thalia est une substance qui vient des enfers. Percy, un venin que, même moi, je ne connais pas. Il doit provenir d'un monstre du fin fond des fosses du Tartare. Alors nous savons qui est responsable. Gros, n'invoque pas le nom du roi des titans, Percy, surtout pas ici en cette période. Mais l'été dernier, il a essayé de déclencher une guerre interne à l'Olympe. C'est forcément son idée. Il aura chargé ce traître de Luc de l'exécuter. C'est possible, a répliqué Chiron, mais j'ai bien peur qu'on ne tienne pas pour responsable. Qu'on ne me tienne pas pour responsable parce que je ne l'en ai pas empêché et que je ne parviens pas à y remédier. L'arbre n'a plus que quelques semaines à vivre, sauf si... Sauf si quoi? A demandé Annabeth. Rien. C'est une idée folle. La vallée tout entière se ressent du choc du poison. Les limites magiques se détériorent. La colonie elle-même est en train de mourir. Une seule source de magie serait assez puissante pour stopper l'action du poison. Et elle est perdue depuis des siècles. Qu'est-ce que c'est? Me suis-je écrié. Nous partirons à sa recherche. Chiron a bouclé sa sacoche de sel, puis éteint son lecteur de CD. Il s'est tourné vers moi, a mis la main sur mon épaule et m'a regardé droit dans les yeux. Percy, tu dois me promettre de ne
pas commettre d'imprudence. J'avais dit à ta mère que je ne voulais pas que tu viennes à la colonie cet été. C'est beaucoup trop dangereux. Mais maintenant que tu es là, reste-y, entraîne-toi, apprends à te battre, mais ne quitte pas la colonie. Pourquoi? Je veux faire quelque chose. Je ne peux pas laisser tes limites magiques se déliter comme ça. Toute la colonie sera envahie par des monstres. Oui, j'en ai bien peur. Mais ne te laisse pas entraîner sans réfléchir dans des actions téméraires. Il n'est pas exclu que ce soit un piège tendu par le roi des titans. N'oublie pas l'été dernier, il a failli t'ôter la vie. C'était vrai, il n'empêche que je voulais à tout prix aider, et je voulais que Chronos, paix, je veux dire, on pourrait penser que le roi des titans aurait reçu le message, il y a des éternités de cela, le jour où il s'était fait renverser par les dieux. On pourrait penser que se faire découper en milliers de morceaux et jeter au fin fond des enfers, lui aurait fait comprendre en douceur que personne ne voulait de lui. Eh bien non, comme il était immortel, il vivait encore, là-bas, dans les profondeurs du Tartare. En proie au tourment éternel, brûlant du désir de revenir et de se venger de l'Olympe. Il ne pouvait pas agir seul, mais il était maître dans l'art de manipuler le cerveau de certains humains, et même de certains dieux, pour les amener à faire son sale boulot. L'empoisonnement portait sa signature, j'en étais convaincu. Qui d'autre aurait eu la bassesse de s'en prendre à l'arbre de Thalia, unique vestige d'une héroïne qui avait donné sa vie pour sauver ses amis. Annabeth luttait contre les pleurs qui lui montaient aux yeux. Chiron a essuyé une larme qui avait roulé sur sa joue. Reste avec Percy, ma grande, lui a-t-il dit. Veille sur lui. N'oublie pas la prophétie. Tu peux compter sur moi. Suis-je intervenu? Vous voulez parler de cette prophétie super dangereuse dans laquelle je figure mais que les dieux vous ont interdit de me raconter? Ni l'un ni l'autre n'a pipé mot. D'accord, je vérifiais, c'est tout. Chiron a repris. Annabeth, tu m'avais dit que les dieux t'avaient rendu immortel seulement tant qu'on aurait besoin de toi pour former des héros au combat. S'ils te renvoient de la colonie, promets-moi que tu feras tout ton possible pour préserver Percy du danger. Jure-le sur le Styx. Je le jure sur le Styx. Un grondement de tonnerre a retenti dans le ciel. Très bien. Chiron a paru se détendre un tout petit peu. Peut-être que mon honneur sera lavé et que je reviendrai. D'ici là, je vais séjourner chez ma famille de Centaures sauvages dans les Everglades, en Floride. Il se peut qu'ils connaissent un remède que j'ai oublié. Pour l'arbre empoisonné, en tout cas, je resterai en exil jusqu'à ce que cette affaire soit résolue, d'une manière ou d'une autre. Annabeth a étouffé un sanglot. Chiron lui a tapoté l'épaule avec maladresse. Allons, allons, ma grande. Je dois confier ta sécurité à Monsieur D et au nouveau directeur des activités. Nous devons espérer. Enfin, peut-être ne détruiront-ils pas la colonie aussi rapidement que je le redoute. C'est qui, ce Tantale de toute façon? Ai-je demandé. Pour qui il se prend pour piquer votre boulot? De l'autre côté de la vallée, la conque a retenti. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il était si tard. La conque appelait tous les pensionnaires à se rassembler pour le dîner. Allez-y, nous a dit Chiron. Vous ferez sa connaissance au pavillon. Percy, je vais contacter ta mère et lui faire savoir que tu es sain et sauf. Elle doit être très inquiète à l'heure qu'il est. N'oublie pas mon avertissement. Tu es en grand danger. Ne crois pas une seule seconde que le seigneur des titans t'ait oublié. Sur ces mots, il est sorti de son appartement en faisant claquer ses sabots sur les dalles du couloir. Tyson criait dans son dos. Dada, pars pas. J'ai soudain repensé à
professeur Grover. J'avais oublié d'en parler à Chiron, et maintenant, il était trop tard. Le meilleur professeur que j'ai jamais eu de ma vie était parti, peut-être pour toujours. Tyson a éclaté en gros sanglots, peut-être aussi violents que ceux d'Annabeth. J'ai essayé de leur dire que tout s'arrangerait, mais je n'y croyais pas moi-même. Le soleil se couchait derrière le pavillon réfectoire, quand les pensionnaires ont afflué, venant de leur bungalow, debout dans l'ombre d'une colonne de marbre, dont ils avaient regardé s'avancer en file. Annabeth, encore très secouée, a promis de nous retrouver plus tard pour discuter. Puis, elle est partie rejoindre ses frères et sœurs du pavillon d'Athéna, une douzaine de garçons et filles blonds aux yeux gris comme elle. Annabeth n'était pas l'aînée, mais elle avait passé un plus grand nombre d'étés à la colonie que tous les autres pensionnaires. Il suffisait d'un coup d'œil à son collier de colonie pour le vérifier. Une perle par été, et Annabeth en avait 6. Personne ne contestait son droit à diriger la file. Venait ensuite Clarisse, dans le bungalow d'Arès. Elle avait un bras en écharpe et une vilaine balafre sur la joue. Mais, à part ça, la rencontre avec les taureaux de bronze ne semblait pas l'avoir ébranlée. Quelqu'un lui avait épinglé sur le dos un papier marqué Méga vache, mais aucun des membres de son bungalow ne se donnait la peine de l'en avertir. Après les enfants d'Arès, ce fut au tour du bungalow d'Héphaïstos. 6 garçons menés par Charles Pickendorf, un afro-américain de 15 ans, grand et baraqué. Il avait des paluches de catcheur et le visage endurci et plissé à force de braquer le regard sur la forge toute la journée. Une fois qu'on le connaissait, il était plutôt sympa, mais personne ne se permettait de l'appeler Charlie, Chuck, ni même Charles en général. Les gens l'appelaient simplement Beckendorf. Il avait la réputation de pouvoir faire n'importe quoi de ses mains. D'un simple bout de métal, il pouvait créer une épée affilée comme un rasoir, un robot guerrier ou une baignoire à oiseaux, avec jet d'eau pour le jardin de votre grand-mère. Il suffisait de lui demander ce que vous vouliez. On ensuite défilé les autres bungalows. Déméter, Apollon, Aphrodite, Dionysos. Les naïades sont sorties du lac au canoë. Les dryades, des troncs d'arbres du bois, une douzaine de satyres, sont venus de la prairie, me rappelant douloureusement Grover. J'avais toujours eu un faible pour les satyres. Lorsqu'ils étaient à la colonie, ils devaient s'acquitter de toutes sortes de menus tâches pour le directeur, Monsieur D. Mais leur travail le plus important se faisait dans le monde réel. Ils se rendaient incognito dans les écoles du monde entier pour dénicher les sans-mêlés potentiels et les amener à la colonie. C'est de cette façon que j'ai rencontré Grover. Il avait été le premier à repérer que j'étais un demi-dieu. Après l'arrivée des satyres, le bungalow d'Hermès a fermé la marche. C'est toujours le bungalow le plus rempli. L'été dernier, il était dirigé par Luc, le garçon qui s'était battu avec Talia et Annabeth au sommet de la colline des Sans-Mêlés. Au début, avant que Poséidon me revendique comme son fils, j'avais logé au bungalow d'Hermès. Luc m'avait offert son amitié, et puis il avait essayé de me tuer. À présent, Travis et Connor, à la tire, étaient les chefs du bungalow d'Hermès. Ils n'étaient pas jumeaux, mais se ressemblaient tellement que ça n'avait guère d'importance. Je n'arrivais jamais à me rappeler lequel était l'aîné. Ils étaient tous les deux grands et maigres avec une tignasse châtain qui leur tombait sur les yeux. Ils portaient des t-shirts orange marqués Colonie des Sans-Mêlés sur des shorts très larges et arboraient les traits de lutin communs de tous les enfants d'Hermès. Des sourcils en accent circonflexe, un sourire ironique, une lueur qui s'allumait dans le regard quand ils vous regardaient, comme s'ils s'apprêtaient à vous glisser un pétard dans le cou. Ça m'avait toujours fait rire que le dieu des voleurs ait des enfants qui s'appellent Alatir.
Mais la seule fois où j'y avais fait allusion devant Travis et Connor, ils m'avaient tous les deux gratifié d'un regard vide, comme si l'astuce leur échappait. Une fois les derniers pensionnaires à leur place, je me suis avancé au milieu du pavillon, en emmenant Tyson avec moi. Les conversations ont baissé d'un ton, les têtes se sont tournées. Quelqu'un du pavillon d'Apollon a murmuré: qui a invité ça? J'ai fusillé tout le groupe du regard, sans pouvoir distinguer qui avait parlé. Une voix familière et traînarde s'est élevée de la table d'honneur. Eh bien, si ce n'est pas Peter Johnson que voici, la joie de mon millénaire. J'ai serré les dents. Percy Jackson, monsieur, ai-je dit. Monsieur D a bu une gorgée de son Coca Light. Ouais, c'est ça, comme vous dites de nos jours. Vous les jeunes, me prends pas la tête. Il portait sa tenue habituelle, une chemise hawaïenne à imprimer léopard, un short, des tennis et des chaussettes noires, avec sa bedaine et son visage rougeau. Il avait l'air d'un touriste à Las Vegas qui aurait veillé trop tard dans les casinos. Derrière lui, un satyre visiblement très nerveux épluchait des grains de raisin qui lui tendaient un par un. Le véritable nom de Monsieur D est Dionysos, le dieu du vent. Zeus l'a nommé directeur de la colonie des Sans-Mêlés pour l'obliger à décrocher de l'alcool pendant 100 ans. En punition des avances qu'il avait faites à une nymphe des bois déclarée zone interdite. À côté de lui, à la place qu'occupait normalement Chiron, se trouvait quelqu'un que je n'avais jamais vu, un homme blême et horriblement maigre, habillé d'un survêtement de prisonnier orange, usé jusqu'à la trame. Le numéro inscrit sur sa poche poitrine était le 0001. Il avait des cernes bleutées, les ongles en deuil et des cheveux gris mal coupés, comme si son coiffeur lui avait passé la tête à la désherbeuse. Il a posé les yeux sur moi et son regard m'a mis mal à l'aise. Il avait un air fracturé, en colère, frustré et affamé, tout à la fois. Ce garçon-là, lui a dit Dionysos, il faut que tu l'aies à l'œil. C'est le fils de Poséidon, tu sais. Ah, s'est exclamé le prisonnier, c'est lui. Il était clair, au ton de sa voix, que Dionysos et lui avaient déjà amplement discuté de mon cas. Je suis Tantale, a-t-il déclaré, en me gratifiant d'un froid sourire, détaché en mission spéciale à cette colonie, jusqu'à ce que Monseigneur Dionysos en décide autrement. Et toi, Percy Jackson, j'entends bien que tu t'abstiennes de causer de nouveaux ennuis. Des ennuis, ai-je demandé. Dionysos a claqué des doigts. Un journal est apparu sur la table, plus précisément la une du New York Post. Ma photo d'album de classe à Meriwether s'y est allée sous la manchette. Il m'était difficile de lire cette dernière, mais je devinais aisément sa teneur. Quelque chose du style: un adolescent détraqué met le feu au gymnase de son collège. Oui, des ennuis, a répété Tantale d'un ton satisfait. Tu en as causé tout un tas l'été dernier, d'après ce que j'ai compris. Ça m'a mis dans une telle fureur que je suis resté muet. Était-ce ma faute si les dieux avaient failli partir en guerre les uns contre les autres? Un satyre s'est avancé à petits pas nerveux et a déposé une assiette de grillade devant Tantale. Le nouveau directeur des activités a passé la langue sur les lèvres. Il a regardé son verre vide et dit: une bière sans alcool, maltais. Le verre s'est rempli d'une boisson mousseuse. Tantale a tendu une main hésitante, comme s'il craignait que le pied du verre ne soit brûlant. Vas-y donc, mon pote, a lancé Dionysos, avec une drôle de lueur dans le regard. Ça marchera
travailler à cette colonie est une torture suffisante en soi. Je suis sûr que ta vieille malédiction finira par se dissiper un jour. Un jour, a rétorqué Tantale en jetant le coca light de Dionysos. Peux-tu imaginer comme on a la gorge sèche quand on crève de soif depuis 3000 ans? Vous êtes un esprit venu des champs du châtiment, ai-je alors dit, celui qui est debout dans le lac, sous un arbre fruitier, mais qui ne peut rien manger ni rien boire. Quel érudit, a ricané Tantale. Vous avez dû commettre quelque chose de terrible de votre vivant, ai-je poursuivi, tout de même un peu impressionné. Qu'était-ce? Tantale a plissé les yeux. Derrière lui, les satyres secouaient vigoureusement la tête pour me mettre en garde. Je dorais à l'œil. Je ne veux pas d'ennui dans ma colonie. Votre colonie a déjà des problèmes, monsieur. Oh, va t'asseoir, Johnson, a soupiré Dionysos. Je crois que cette table-là, là-bas, est la tienne, celle où personne d'autre ne veut jamais s'asseoir. J'avais les joues en feu, mais je me suis abstenu de répondre. Dionysos avait tout du salmôme, mais c'était un salmôme immortel et extrêmement puissant. Viens, Tyson. Oh non, a fait Tantale. Le monstre reste ici. Nous devons décider ce que nous allons en faire de cette bête. Il a un nom, et je dis sèchement, il s'appelle Tyson. Le nouveau directeur des activités a dressé le sourcil. Tyson a sauvé la colonie, ai-je insisté. Il a terrassé les taureaux de bronze. Sans lui, il aurait réduit toute la colonie en cendres. Oui, a soupiré Tantale. Et quel dommage, c'eût été. Dionysos a gloussé. Laisse-nous le temps que nous décidions du sort de cette créature, m'a ordonné Tantale. Tyson m'a regardé d'un grand œil paniqué, mais je savais que je ne pouvais pas désobéir à un ordre direct du directeur des activités, pas ouvertement en tout cas. Je serai juste à côté, grand Lascar, ai-je promis. Ne te fais pas de soucis, on te trouvera un endroit où dormir ce soir. Je te crois, a déclaré Tyson en hochant la tête. Tu es mon ami. Je me suis senti encore plus coupable. J'ai gagné la table de Poséidon, à pas lourd. Je me suis effondré sur le banc. Une nymphe des bois m'a apporté une pizza. Une pizza olympienne, olive et pepperoni. Mais je n'avais pas faim. J'avais failli me faire tuer 2 fois dans la journée. Je m'étais débrouillé pour clore mon année scolaire par une véritable catastrophe. La colonie des sans-mêlés était en très mauvaise posture et Chiron m'avait dit de ne rien faire. Je n'éprouvais aucune reconnaissance. Toutefois, obéissant à la coutume, j'emportai mon assiette devant le brasero de bronze et jetai une partie de son contenu dans les flammes. Poséidon, je murmurai, accepte mon offrande. Et tant que tu y es, envoie un peu d'aide, s'il te plaît. La fumée dégagée par la pizza qui brûlait s'échangeait en effluves parfumés, des embruns marins mêlés du parfum des fleurs sauvages. Mais j'ignorais si cela signifiait que mon père écoutait vraiment ou non. Je suis retourné à ma place. Je voyais mal comment la situation pouvait s'aggraver encore. À ce moment-là, sur ordre de Tantale, un satyre a soufflé dans la conque pour attirer notre attention. Une fois les bavardages retombés, Tantale a pris la parole. Bien, encore un repas succulent, du moins à ce que j'entends dire. Tout en parlant, il avançait doucement la main vers son assiette, à nouveau remplie, comme si la nourriture ne pouvait pas remarquer son geste. Elle ne s'est pas laissée duper. Quand la main de Tantale est arrivée à moins de 20 cm, l'assiette a filé le long de la table. Et aujourd'hui, qui est ma première journée dans l'exercice de mes fonctions, a-t-il continué, j'aimerais vous dire combien cette punition m'est douce. Au cours de cet été, j'espère torturer, échanger avec chacun de vous. Les enfants, vous êtes tous très appétissants. Dionysos a applaudi poliment, imité sans enthousiasme
enthousiasme par quelques satires. Tyson se tenait toujours derrière la table d'honneur, l'air mal à l'aise, mais chaque fois qu'il essayait de s'écarter, Tantale le ramenait vers le centre. Et maintenant, j'ai quelques changements à vous annoncer, a déclaré le nouveau directeur des activités avec un sourire en pied. Nous allons rétablir les courses de chars. Un murmure a parcouru toutes les tables, d'excitation, de peur, d'incrédulité. Je ne suis pas sans savoir, a poursuivi Tantale en haussant le ton, que ces courses ont été abandonnées il y a quelques années suite à certains problèmes techniques, dirons-nous. 3 morts et 25 amputations, a lancé quelqu'un à la table d'Apollon. Oui, oui, a fait Tantale, mais je sais que vous partagerez tout mon enthousiasme pour le retour de cette tradition de la colonie. Chaque mois, les riches vainqueurs de la course recevront des lauriers d'or. Les équipes pourront s'inscrire dès demain matin. La première course se déroulera dans 3 jours. Nous vous dégagerons de la plupart de vos activités habituelles. Pour vous permettre de préparer vos chars et de choisir vos chevaux. Oh, et je dis que le bungalow de l'équipe gagnante sera dispensé de toutes les corvées pour tout le mois de sa victoire. Explosion de bavardage excité, pas de corvée de cuisine pendant un mois entier, pas d'étable à nettoyer, c'était sérieux. À ce moment-là, la dernière personne que je me serais attendu à entendre objecter a pris la parole. Mais monsieur, a dit Clarisse, elle avait l'air tendue mais s'est levée pour parler depuis la table d'Arès. Certains pensionnaires ont bouffé de rire en voyant le méga vache accroché dans son dos, et les patrouilles, si nous laissons tout tomber pour préparer nos chars. Ah, l'héroïne du jour, s'est exclamé Tantale, la courageuse Clarisse, qui a vaincu les taureaux de bronze à elle toute seule. Clarisse a cligné des yeux puis rougit. Je n'ai pas modeste avec ça. Ne t'inquiète pas, ma grande. C'est une colonie de vacances. Ici, nous sommes là pour nous amuser, non? Mais l'arbre, à présent, a poursuivi Tantale, alors que plusieurs compagnons de bungalow de Clarisse la forçaient à se rasseoir. Avant de passer au feu de camp et aux chansons, nous avons une petite question à régler. Percy Jackson et Annabeth Chase ont jugé bon, pour une raison qui leur appartient, de nous amener ça. Sur ces mots, Tantale a agité la main en direction de Tyson. Des murmures embarrassés ont parcouru les tables. Beaucoup de regards en pied ont fusé vers moi. J'aurais volontiers étranglé Tantale. Maintenant, bien sûr, a-t-il repris, les cyclopes ont la réputation d'être des monstres assoiffés de sang, dotés d'une capacité cérébrale très restreinte. Dans des circonstances normales, j'aurais relâché cette bête dans les bois, en vous confiant la mission de la traquer avec des torches et des bâtons pointus. Mais qui sait, peut-être ce cyclope-ci n'est-il pas aussi horrible que la plupart de ses congénères. En attendant qu'il montre s'il mérite ou non d'être tué, il nous faut un endroit où le garder. J'ai bien pensé aux écuries, mais leur rendrait les chevaux nerveux. Le bungalow d'Hermès, peut-être. Silence à la table d'Hermès. Travis et Connor, à la tire, se sont découverts un intérêt soudain pour la nappe. Je les comprenais. Le bungalow d'Hermès était toujours plein à craquer. Jamais il ne pourrait y caser un cyclope d'1,90 m, en plus des occupants actuels. Allons, allons, a grondé Tantale. Le monstre sera peut-être capable de vous décharger de quelques corvées de ménage. Quelqu'un a une idée d'où nous pouvons parquer cette bête? Soudain, tout le monde a écarquillé les yeux. Tantale s'est écarté vivement de Tyson, en proie à une vive surprise quant à moi. Je ne pouvais que fixer du regard. Bouche bée, la lumière verte qui allait bouleverser ma vie, un hologramme étincelant qui venait d'apparaître au-dessus de la tête de Tyson. J'ai senti mon estomac se retourner, tandis que les paroles d'Annabeth me revenaient à la mémoire. Ce sont les enfants d'esprit de la nature et de Dieu, enfin, d'un Dieu en particulier, le plus souvent.
pensionnaires attendaient ce moment leur vie durant, en vain, lorsque Poséidon m'avait reconnu. L'été dernier, tout le monde s'était agenouillé en signe de respect, mais là, les pensionnaires ont suivi l'exemple de Tantal, qui s'exclavait bruyamment. Eh bien, c'était l'écrier. Je crois que nous savons où mettre la bête. Maintenant, par les dieux, je vois un air de famille, et effectivement, tout le monde a ri, sauf Annabeth et quelques-uns de mes autres amis. Tyson ne semblait pas remarquer tout cela. Il était trop décontenancé, trop occupé à essayer de chasser d'un revers de main le trident vert qui s'estompait maintenant au-dessus de sa tête. Il était trop innocent aussi pour comprendre que les pensionnaires se moquaient de lui, pour mesurer leur cruauté. Mais elle ne m'a pas échappé à moi. J'avais un compagnon de bungalow, j'avais un monstre pour demi-frère. C'était très intéressant comme chapitre. En plus de ça, il était assez long. On est déjà à 37 minutes, donc je vais m'arrêter là. On a 24% du livre. J'espère que ça vous a plu comme moi, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!